Le gouvernement du Mali exige du président français Emmanuel Macron l'abandon définitif de son attitude néocolonialiste et paternaliste. Les propos subversifs du président français donnent raison au gouvernement de la transition qui, à juste titre, a mis fin à la coopération en matière de défense avec la France pour ses résultats insatisfaisants dans la lutte contre le terrorisme au Mali. En outre, la France qui a toujours œuvré à la division et à la partition de notre pays est mal placée pour donner des leçons au Mali. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Depuis quelques années, on assiste à des mouvements d'humeur, des critiques acerbes, à la limite hostiles de la jeunesse africaine prenant pour cible la France et les intérêts français sur le continent. Il convient de préciser qu'il ne s'agit pas d'un mouvement anti-français ou contre les Français. Les Africains vivent en bonne intelligence, entretiennent des relations de bon voisinage, parfois excellentes avec les citoyens français, fruit d'une proximité historique de très longue date. Le sentiment estimé, à tort, anti-français, est une réaction de défiance, un ras-le-bol de la jeunesse africaine vis-à-vis de la politique africaine de la France, représentée par le système de la France-Afrique. Il s'agit donc d'un sentiment anti-France-Afrique. La France-Afrique est un système de domination politique, économique et culturelle mis en place par le général de Gaulle dans les années 1960, au moment des indépendances des 14 anciennes colonies françaises. En 2022, soit plus de 62 longues années plus tard, le bilan de ce système est largement négatif. Les Africains ont le sentiment amer d'avoir été grugés, car les indépendances de ces pays ne sont en réalité que des coquilles vides, des indépendances de façade. Après un certain fatalisme et la résignation des parents, qui ont connu la colonisation, les choses ont changé aujourd'hui avec les plus jeunes, ceux qui ont moins de 40 ans, et qui constituent les 3/4 de la population. Grâce à la mondialisation, à la globalisation et à l'émigration, les jeunes Africains sont plus ouverts et mieux intégrés au reste du monde dans les milieux estudiantins, culturels et professionnels. Ils sont aussi performants et compétents que leurs camarades ou collègues occidentaux, ils ne se sentent pas inférieurs à eux, comme bon nombre de leurs parents et grands-parents dans les années 1960. Ils sont mieux informés, et en temps réel, de tout ce qui se passe à travers le monde par le biais des NTIC, notamment le téléphone, Internet et les réseaux sociaux. C'est cette jeunesse décomplexée, sûre d'elle, consciente de sa valeur qui se lève aujourd'hui pour crier son ras-le-bol au système réducteur, castrateur, prédateur de la France-Afrique. Ceci nous amène à nous interroger sur les raisons de ce rejet de plus en plus marqué. Les raisons sociales. Le sentiment anti-France-Afrique résulte d'une fracture générationnelle consécutive à une évolution sociale inéluctable. L'Afrique d'aujourd'hui est différente de celle des années 1960. Plus de 60 ans après, les populations africaines, majoritairement jeunes, ont une toute autre vision du monde. Le taux de scolarisation est plus élevé, beaucoup de ceux qui exercent de petits métiers ingrats et précaires sont diplômés de l'enseignement supérieur ou sont issus des instituts de formation professionnelle. Ces derniers n'arrivent pas à trouver un emploi à cause de la malgouvernance qui sévit à l'état endémique dans leur pays, caractérisé par la corruption, le favoritisme, le clientélisme, le népotisme, le tribalisme. Cette jeunesse se sent humiliée par l'arrogance, le ton paternaliste, la condescendance affichée par les dirigeants des puissances occidentales à leur égard. Ils sont outrés par l'obéissance servile de leur chef d'État, prompts à exécuter au doigt et à l'œil les desiderata de ces puissances occidentales, et leur propension à servir prioritairement les intérêts de ces dernières, au détriment de ceux de leur peuple et de leur pays. La jeunesse africaine souhaiterait qu'à la place des rapports de dominant à dominé, ou de maître à esclave, s'instaurent désormais des relations de respect mutuel et un dialogue franc, d'égal à égal avec les dirigeants de la France et du bloc occidental. Les raisons économiques. Plus de 60 ans après les indépendances, aucun des États de la France-Afrique n'a réussi à décoller réellement sur le plan économique et pour cause, ces États ploient sous le poids d'un endettement colossal à travers des prêts et des aides au développement, assortis de taux d'intérêt rédhibitoires, de pénalités pour retard de remboursement, qui grèvent lourdement leurs ressources financières. Non seulement le système de la dette imposée à ces pays n'a pas permis à la majeure partie de ceux-ci de se développer, mais il bénéficie essentiellement aux bailleurs de fonds étrangers, aux institutions monétaires internationales, notamment le FMI et la Banque mondiale, ainsi qu'à leurs partenaires africains. L'on note également que sur les 14 pays que compte la France-Afrique, 5 pays sont classés au peloton de tête des pays les plus pauvres d'Afrique. Il s'agit de la Centrafrique, du Burundi, de la République démocratique du Congo, du Niger et du Togo. Paradoxalement, ces pays répertoriés comme les plus pauvres d'Afrique sont aussi ceux qui possèdent d'immenses richesses minières, dont l'exploitation profite essentiellement aux sociétés multinationales, aux puissances occidentales et à leurs partenaires locaux. Par ailleurs, la monnaie, en l'occurrence le franc CFA,
qui est un levier économique important, reste contrôlé par le Trésor français. Aucun pays au monde ne peut se développer dans ces conditions. Les raisons politiques. On observe un silence assourdissant de la part du bloc occidental, lorsque leurs alliés africains tripatouillent les constitutions de leur pays afin de s'éterniser au pouvoir, bafouant, de ce fait, leur sacro-saint principe de l'alternance démocratique au sommet de l'État. En revanche, ces derniers sont prompts à condamner, à fustiger et à sanctionner sévèrement les coups de force militaires qui surviennent pour contrer ces manipulations constitutionnelles intempestives. Plus encore, la condamnation de ces coups d'État est à géométrie variable, puisque certains, comme au Tchad, semblent bénéficier de l'onction du bloc occidental et de leurs alliés africains. La majorité africaine silencieuse qui voit tout, entend tout, mais ne peut réagir par peur de représailles, accuse de ce fait le gouvernement français et le bloc occidental d'être responsables de leur malheur, en complicité avec leurs dirigeants. Il leur est reproché d'encourager l'installation de « républiques monarchiques » dans lesquelles le pouvoir se transmet de père en fils, ou au sein d'une même famille, comme c'est le cas au Togo, au Gabon, au Tchad, etc. Ce procédé anti-républicain bloque le renouvellement des acteurs politiques au sommet des États et ouvre la voie à l'instauration de régimes dictatoriaux, sous leur regard bienveillant et complice. La France et le bloc occidental contribuent ainsi à maintenir au pouvoir des régimes autocratiques, dictatoriaux et liberticides qui excluent des circuits du développement la majeure partie de leur population, à savoir les jeunes, principales victimes des tares et dysfonctionnements qui frappent les États africains. Cependant, cette jeunesse africaine paupérisée, abandonnée à elle-même, désespérée, contrainte de s'exiler dans des conditions atroces pour aller chercher ailleurs sa survie, vers les pays riches de l'Occident, est en train de se réveiller et de prendre conscience de sa force. Ces jeunes se rendent compte qu'unis et déterminés à faire entendre leurs revendications, ils constituent une puissance, tel un tsunami, capable de renverser non seulement les pouvoirs en place, mais aussi l'ordre mondial établi par le bloc occidental. Le constat est clair, la France-Afrique de papa a vécu, elle est morte et enterrée, au bout de 60 ans, l'Afrique et les Africains ont changé, ce qui en soi est inéluctable. Les pays africains semblent engagés dans une nouvelle guerre de libération, afin de recouvrer leur entière souveraineté. Il est urgent pour le bloc occidental et ses alliés africains de s'en rendre compte, de tenir compte de ce changement des mentalités, et de réagir en conséquence. Il serait indiqué, voire vital pour ces puissances de réadapter leur logiciel géopolitique à cette nouvelle donne, sinon elles courent le risque de perdre leur influence et d'être purement et simplement évincées hors de l'Afrique. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, semble être aujourd'hui dans l'impasse. Les problèmes s'entassent de jour en jour. En plus des réserves formulées par les autorités maliennes lors du renouvellement de son mandat le 29 juin dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU, la situation des 49 militaires ivoiriens qualifiés de « mercenaires » est devenue une goutte d'eau qui est venue faire déborder le vase. À la suite de cette affaire, le gouvernement a sommé le porte-parole de la mission de quitter le pays dans un délai de 72 heures. En effet, l'arrestation de 49 militaires ivoiriens, dont une trentaine des forces spéciales, avec leurs armements et munitions de guerre, ainsi que d'autres équipements militaires à l'aéroport international de Bamako le 10 juillet 2022, tel que annoncé par le porte-parole du gouvernement, met de plus en plus la MINUSMA dans des difficultés. Alors que ceux-ci sont toujours détenus par Bamako et sont traduits en justice, malgré les protestations des autorités ivoiriennes, le gouvernement de transition a annoncé, le jeudi, 14 juillet 2022, la suspension de toutes les rotations militaires et de la police de la MINUSMA. Selon un communiqué du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, la décision est à effet immédiat. Toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA, y compris celles déjà programmées ou annoncées, sont suspendues. Rappelons que la MINUSMA compte environ 15 000 militaires et policiers au Mali, fournis par une cinquantaine de pays contributeurs, issus du monde entier. Les rotations, c'est-à-dire les relèves, les départs et les arrivées de ces hommes, sont désormais gelés, dès ce jeudi, 14 juillet 2022. Et ce jusqu'à la tenue d'une « réunion de coordination » dont la date n'a pas encore été fixée, et au cours de laquelle les autorités et la MINUSMA devront dégager un plan optimal pour faciliter la coordination et la réglementation de la rotation des contingents onusiens. Cette situation, combinée au retrait de la force militaire française, pourrait pousser plusieurs pays à revoir leur engagement au sein de la MINUSMA, selon Ornella Modran, chercheuse à l'Institut d'études de sécurité, ISS, qui cite notamment l'Allemagne, la Suède ou le Royaume-Uni, interrogé par Deutsche Welle, Bonn. D'ailleurs, l'Égypte a annoncé, la semaine dernière, la suspension temporaire de ses activités au sein de la mission onusienne. Le Caire explique sa décision par les attaques dont seraient victimes ses soldats. En plus de cette décision de suspension des rotations,
le gouvernement de la transition vient de sommer le porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado, de quitter le territoire. C'est le ministère des Affaires étrangères malien qui invite Olivier Salgado à quitter le Mali sous 72 heures.